Merci beaucoup Véronique pour cette introduction. Donc, la grande raison d'être de cette journée, c'est de vous donner la parole. Je pense qu'il y a quelques micros qui seront mis à notre disposition pour... bonjour, bienvenue. Il y a quelques micros qui seront mis à notre disposition pour que, tour à tour, nous puissions, chacun d'entre nous, prendre la parole. Parce que, comme l'a dit Véronique, chaque parcours de vie est singulier. Et donc, chacun vit cette étape de la vie à sa manière, avec son propre parcours. Et personne... chacun de nous est expert de sa propre vieillesse, mais pas de la vieillesse en général. On est singulier, et c'est ces témoignages-là qui nous paraissent importants pour que nous puissions finalement petit à petit être heureux, être au clair avec ce que cette étape de la vie nous offre. Comme pour les autres étapes, quand on avait 14 ans, quand on avait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme pour les autres étapes, on les découvre pour la première fois. Et on avance avec la même énergie de découverte. Mais la société ne nous donne pas forcément cette image. Finalement, à l'intérieur, on est toujours aussi jeune. Dans le livre écrit par Laura Adler, La voyageuse de nuit, eh bien, Laura Adler se livre à des réflexions personnelles, mais elle se livre aussi à beaucoup de recherches. Et elle cite un propos d'une personne qui écrivais « Je n'ai pas 80 ans. J'ai à la fois 7 ans, 14 ans, 27 ans et 80 ans. Mais je n'ai pas que 80 ans. » On garde en soi tous les âges passés. Alors, le premier moment d'échange qui commence maintenant, que je vous soumets, c'est que nous puissions ensemble, de façon très décontractée, passer en revue avec notre sens de l'humour, avec notre sens du caractère affirmé, quels sont pour vous les clichés que l'on porte, que l'on véhicule, peut-être même soi-même ou que les autres véhiculent, sur la vieillesse. Et c'est ça que j'aimerais, que ce soit finalement une manière détournée de vous offrir l'opportunité de prendre la parole, non pas en parlant directement de vous, mais de ce qu'on peut entendre sur la vieillesse de façon courante dans notre société d'aujourd'hui. Et chacun d'entre vous est les bienvenus pour prendre la parole dans ce sens. Alors j'ai pris un petit tableau pour noter au fil les idées qui sont colportées, que vous-même parfois, parce que vous n'êtes pas finalement si heureux que ça d'être vieille ou d'être vieux, c'est des choses que vous ressentez et qui peuvent participer finalement à ce mot l'agisme, qui est un mot qui est là pour dire que la société ne tolère pas, ne prend pas vraiment en compte, ignore, met de côté toute la frange de la population qui commence au-delà de 60 ans à faire partie des vieux. Alors la parole est à vous, soyez décontractés. Moi, je note. Et toi, très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on entend ? Vas-y Brigitte. Alors, il y a un micro qui va t'arriver, si tu souhaites. Elle est où, Brigitte ? Elle est tout au fond. Une question toute bête. À partir de quel âge les jeunes considèrent-ils que nous sommes vieux ? Super question. Et là, Véronique... Alors, j'ai eu une expérience récente assez pénible en la matière. J'étais invitée au téléphone qui sonne. Le téléphone sonne, c'est une émission de France Inter régulière. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un nouveau magazine qui est sorti qui s'appelle Vieux. Vous l'avez vu ? Je crois que Patrick en a apporté un exemplaire. Et à l'occasion de la sortie de ce magazine où le CNAV était en honneur, il y a eu un téléphone sonne. Et il y avait aussi, comme invité, Maïtena Birenben, je crois,
qui est journaliste et qui est beaucoup plus jeune que moi et qu'un certain nombre d'entre vous, qui a plutôt une 50aine d'années. Et au fond, la soirée, c'était sur cette question-là. C'était sur à partir de quand on est jeune ou à partir de quand on est vieux. Et finalement, la conversation a essentiellement tourné entre ces deux dames, l'intervieweuse et Maïtena Birenben, qui ont dit que à 45 ans, 50 ans, c'était insupportable pour les femmes parce qu'elles étaient considérées comme vieilles. Et que, franchement, c'était pas la même chose pour les hommes, etc., etc. Donc oui, certainement, je peux comprendre qu'on puisse se sentir vieux à 45 ans par rapport à des gens de 25 ans. Mais ce n'est pas tout à fait le même sujet que la vieillesse telle que nous la vivons, nous. Et donc, c'est une vraie question, qui est que les jeunes, aujourd'hui, même à 35 ans, moi, mes enfants qui ont cet âge-là disent « je ne suis plus jeune, mais je suis vieux ». On est toujours le vieux de quelqu'un ou le jeune de quelqu'un, en fait. Et c'est pour ça que nous avons, dit très vite au CNAV, les gens du CNAV se reconnaissent parce qu'ils disent « je suis vieux et je travaille et je réfléchis et je milite pour changer le regard de la société sur la vieillesse ». Qui est vieux ? À partir de quand on est vieux ? Nous, on a mis une limite. On s'est dit, c'est à partir du moment où la société ne nous considère plus comme un actif. La retraite. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais voilà. Et après, c'est vrai qu'on n'est pas vieux de la même façon à 65 ans, à 75 ans, à 85 ans ou à 95 ans. Et donc, il y a des âges de la vieillesse. Katharina, et après Pascal. Par rapport à cette question de Brigitte, moi j'aurais envie de dire que ça a énormément changé. Un vieux, il y a quelques années, n'est pas du tout un vieux aujourd'hui. Et l'autre jour, en discutant avec une amie de mon âge, elle disait, ma petite fille est venue à la maison et elle m'a pris des robes. Et là, on s'est dit, mais tiens, avant, on n'aurait jamais pris une robe de sa mamie. Et là, aujourd'hui, les mamies et les papis sont beaucoup plus jeunes qu'avant. Et j'ai l'impression que la société ne s'est pas encore rendue compte de ça. Moi j'ai 68 ans, je ne me sens pas du tout vieille, je fais plein de choses comme avant, et comme je pense la plupart d'entre nous, et la société ne s'est pas rendue compte de ça, et encore cette image du vieux à 68 ans, c'était vraiment des personnes qui étaient déjà assez dépendantes, donc je pense que c'est vraiment dans sa tête, et qu'aujourd'hui on s'est dit que à 70 ans on est encore très jeune, et on va se considérer comme vieux, ou alors jamais. Il y a des gens qui vont jamais se considérer comme vieux, et c'est vraiment dans sa tête, je pense, et que de plus en plus des gens dans leur tête, se disent je suis pas vieux, donc j'ai ma place dans la société, et j'apporte des choses à la société, même si je suis à la retraite. Voilà. Donc finalement, se reconnaître vieux, ça devient accessoire dans la mesure où à l'intérieur, on a une flamme qui nous donne, qui montre qu'on aime la vie et qu'on est en plein dedans. Et la société ne s'est pas rendue compte que ça a évolué, je pense. Pascal ? Mais vous voyez, oui. je voudrais juste réagir là-dessus. Vous avez internalisé l'idée que si vous vous dites vieux, ça veut dire que vous n'appartenez plus à la société. Voilà. Et c'est ça qui ne va pas, parce qu'à ce moment-là, si nous ne disons pas vieux, même à 68 ans, eh bien, il y a peu de chances que les politiques de la vieillesse changent. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, de dire il faut qu'on accepte de se dire vieux. C'est comme ça qu'on arrivera à véritablement changer les choses. Je comprends tout à fait. C'est-à-dire, à l'extérieur, il faut créer les conditions pour que... Exactement. Mais... Voilà. Exact. Moi, j'ai pas peur de me dire je suis vieille, j'ai 68 ans. Mais j'ai pas envie non plus d'être dépendante, de sentir que parce qu'on me considère vieille, je suis dépendante et je suis... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez fragile comme concept, en fait. Créer les conditions pour que quand on en a besoin, elles soient là. Mais à partir du moment où être libre de se dire je vis ma vie librement. Si j'en ai besoin, que les conditions soient là. Si je n'en ai pas besoin, je vais aider à ce que les conditions soient là pour les autres ou pour moi un jour plus tard. Mais même les gens très dépendants, ils ont envie d'être autonomes et d'être considérés comme libres et autonomes et de pouvoir décider de choses. Ouais. Alors Pascal va prendre la parole et après je vous donnerai. Merci, bonjour.
Je veux juste dire qu'un Bachelard disait quand un vieux disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc c'est. Alors moi aujourd'hui, j'ai téléphoné avant-hier à Pratig parce que j'étais très intéressé quand j'habite pas loin, quand je suis passé devant la Ménardière et que j'ai vu le propos de la journée et que j'ai été à Utopia et que j'ai vu aussi Induc sur la Ménardière. Alors moi j'étais très intéressé parce que je vais humblement représenter l'intersectionnalité et dire que l'ennemi c'est la norme. C'est la norme qui est intériorisée par les médias, c'est les injonctions que nous subissons. Les vieux ont donc leurs propres injonctions. Mais en fait, on se rend compte que moi, j'ai vécu une vie de personne handicapée avec les propres injonctions. Et maintenant, en gagnant dans l'âge, je gagnais dans l'âge, je remarque que toutes ces injonctions sont de même nature. C'est-à-dire que la société a des peurs. La société a des peurs qui sont relayées parce que c'est un business, la peur, si on peut dire. Et arrivé à l'âge que nous avons, riche de toutes les expériences que nous avons, conscient de une finalité, donc il n'y a pas d'urgence de vivre, mais il y a un intérêt grandissant à vivre. Et je me suis rendu compte que toutes ces normes étaient en train de se rejoindre là au niveau de mon âge, parce qu'il y a 50 ans, les personnes handicapées vivaient pas vieux. Et maintenant, on vieillit. Et maintenant, quand j'ai en face de moi des interlocuteurs, des élus locaux, pour parler de mobilité, d'accessibilité, on a un langage universel qui est de dire mais c'est pas pour les handicapés que vous rendez la ville accessible, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Ça peut être le vieux, ça peut être le déménageur, ça peut être la maman qui pousse une poussette. Donc le but est de vraiment faire tomber toutes ces normes qui s'opposent à nous, pour donner à chaque âge de la vie, à chaque moment, la pleine expression du moment riche que nous vivons. C'est tout. Donc pour moi, c'est juste l'ennemi, c'est la norme. Merci. Quel est ton prénom? Merci, Catherine. Catherine. C'est ce que je voulais dire. Donc, je suis un peu sur la question de l'injonction normative. Et pour répondre à la question du stéréotype, d'ailleurs, moi, c'est pas ce qu'on dit qui m'est venu à l'idée, c'est l'image qu'on donne. Vous savez, ces images publicitaires pour vendre, parce que les vieux, c'est quand même un marché intéressant. Alors, on nous montre, en général, en couple, déjà. En général, dans de jolis tissus blancs, lin, un peu éthérés, le sourire ultra bright, bronzé bien sûr, et de magnifiques cheveux blancs qui brillent au soleil sur un fond de bleu ciel azuré. Et ça, je trouve ça insupportable, voilà, sur les stéréotypes. C'est une injonction. Olivier? Oui, pour illustrer un peu tout ce qui vient d'être dit, notamment sur le regard des autres, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui illustre bien ça. J'étais récemment dans une manif, je ne vous cacherai pas que c'était une manif contre le Front National, et il y avait devant moi deux petites jeunes, deux petites minettes, le ventre à l'air, un crop top, etc., qui avaient un panneau
Et sur le panneau, j'étais très interpellé parce qu'il était marqué « Les vieux vont décider de notre avenir ». Alors, avec ma compagne, on s'est rapproché d'elle gentiment. On leur a demandé pourquoi elles avaient marqué ça. Et elles nous disent, eh bien, tous les vieux que je connais, sont des vieux réacs et sont Front National, et c'est eux qui décident pour nous. Alors, bon, vous voyez, c'est un regard quand même très stéréotypé. Alors, on a essayé de discuter avec elles, et puis très gentiment, hein, mais elles avaient un regard vraiment très particulier, très stéréotypé. Et puis à force de discuter avec elles, on leur a dit, il ne faut pas faire des amalgames comme ça, il ne faut pas faire des raccourcis. Nous, on était satisfaits parce qu'elles ont fini par déchirer le panneau. Voilà. Et ça, alors, on était contents parce que c'était une approche qui a eu une certaine efficacité, voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il faut en tirer la leçon. On a aussi des messages à transmettre à nos jeunes générations. Bon. Alors, bien entendu, on essaye de ne pas se sentir vieux, mais le regard des autres, quand même, nous interpelle. Oui, il y a Dominique et sinon Sabine maintenant. Bonjour, Sabine, je suis médecin et je peux vous dire que la société, elle nous considère vieux quand ça l'arrange, puisqu'à 78 ans, j'ai repris du service, n'est-ce pas, pour le Covid, et que je suis toujours inscrite au Conseil de l'Ordre. Donc ça, je trouve ça pas mal, n'est-ce pas ? Ensuite, nous faisons partie de plusieurs clubs de randonnée, puisqu'on est des gens très sportifs. On a fait le Népal il y a encore pas si longtemps, 5700 mètres à la frontière du Tibet. Donc je crois qu'on peut, à 83 ans mon chéri et mon amour, nous sommes toujours amoureux après 50 ans. Donc aussi quand on est vieux, contrairement à ce que nos enfants pensent, on a aussi encore une vie sexuelle, on est encore plein de câlins, on peut faire encore beaucoup de choses. Et on peut transmettre l'amour. C'est ce que j'explique à mes petits-enfants. Il y a les règles de l'amour à la maison, sur les murs, etc. Donc nous faisons partie d'un club qui s'appelle les Joyeux Randonneurs. La moyenne d'âge, ça doit être 75 ans ou quelque chose comme ça, et on marche toutes les semaines. On fait aussi partie d'un gym détente, où on rigole comme c'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà, c'est l'image que nous, on montre. Mais évidemment, il y a malheureusement beaucoup de personnes âgées qui n'osent pas et qui s'isolent. Et c'est le gros problème. Je suis à Alzheimer, je suis aussi à le droit pour mourir dans la dignité. Il y a des personnes, on ne peut pas, on n'arrive pas à avoir accès à ces personnes-là. Elles restent dans leur isolement et elles ont peur, elles n'ont pas confiance. Et ça, c'est un gros problème. Comment, hier on était à la mairie, on se demandait comment on peut sortir ces gens-là de l'isolement. Dominique. Peut-être qu'ils ont été isolés toute leur vie, non ? Et peut-être que c'est d'autres facteurs qui les conduisent à l'isolement. Parfois la précarité aussi, économique, et des choses comme ça. Bonjour, Dominique, médecin de santé publique, gériatre. Petite observation sociale. L'espérance de vie en 40 ans a augmenté de presque 10 ans. Et du coup, le regard sur la vieillesse a aussi évolué, puisque à 80 ans, en général, tout le monde était plié, hommes et femmes, alors qu'aujourd'hui, à 83 ans, les femmes ont une espérance de vie moyenne de 83, et les hommes de 2 ans de moins, 81. Et donc ça c'est un facteur social à prendre en compte, et social et économique. Hein. Et nos générations, le baby-boom, évidemment, arrivent dans ces âges-là, dans les années qui viennent, et vont poser des difficultés qu'on a rarement rencontrées jusque-là. Après, sur le plan social, l'espérance de vie est très différente selon les catégories socio-économiques. Je me souviens, j'ai fait des remplacements dans les mines dans le Nord, où j'ai passé ma thèse à Lille, et dans les années 70-80, dans les mines, il y avait dans les salles de consultation que des femmes. Il y avait un homme pour 50 femmes. Et c'était les épouses des mineurs, puisque tous les mineurs
étaient morts de silicose dans les années précédentes. Donc il n'y avait que des veuves. Je consultais que des veuves. Donc l'espérance de vie des mineurs atteints de silicose, elle était de 55 ans à peu près, quoi. Alors eux, ils ne faisaient pas des beaux vieux, quoi. En fait, ils mouraient dans la force de l'âge, on peut dire. Bon, vous voyez, c'est une observation, ça, parce que en termes d'économie de la santé et politique de santé, il faut bien avoir conscience que les beaux vieux d'aujourd'hui sont quand même souvent dans la petite bourgeoisie, la petite bourgeoisie. C'est-à-dire des gens qui ont été capables de ménager leur santé, leur peau, de faire attention à eux, d'être actifs, de ne pas subir et d'être plutôt acteurs de leur vie, quoi, hein. Et nous, dans cette salle, je pense qu'on est dans ce milieu-là, quoi. Ça me paraît assez clair. Il faut l'avoir en tête quand on s'exprime face à l'opinion publique. Parce que dans le milieu ouvrier, par exemple, qui travaille dur, qui se lève tôt, qui ne se repose pas beaucoup, la vieillesse, c'est vraiment l'abîme, parce qu'ils savent que c'est cuit, quoi. Alors que nous, à 60, moi j'ai 72 ans, je fais du kayak, je fais du golf, je fais de la rando, je fais plein de trucs, donc je me sens en effet assez jeune dans ma tête, quoi. Et aussi dans mon corps. Bon, ma mère est morte à 98 ans et on dit que je tiens d'elle. Bon, alors, vous voyez un peu le programme, quoi. Moi, je suis dans ma deuxième jeunesse, quoi, en fait, hein. Et le premier qui me traite de vieux, c'est ma main dans la gueule, quoi. Sauf que, comme dit Véronique, il faut accepter d'être vieux. Donc, je veux bien être vieux, mais pas un vieux con. Plutôt un jeune vieux con ou un vieux jeune con, enfin, je sais pas. Voilà. Véronique voudrait prendre la parole et après je donne Oui, je voudrais bien réagir sur ce que tu as dit, Dominique, parce que c'est une question qui nous tracasse, sur laquelle nous travaillons à plusieurs dans une petite association que j'ai créée qui s'appelle La Vie Vieille. Et donc, au fond, nous avons fait ce constat-là, disant que c'est une chance de vieillir. C'est la première des choses qu'il faut se dire. Et tout le monde n'a pas cette chance. Et effectivement, les inégalités sociales sont très fortes en la matière. Et finalement, ceux qui ont la chance de vieillir sont probablement des privilégiés et des privilégiés socio-économiques. Si on est d'accord avec ça, la deuxième question qu'on se pose, c'est que du coup, notre risque, plus important que pour les autres, c'est la dépendance. Ceux qui meurent jeunes de maladies graves, comme la silicose, comme le cancer, etc., eux ont moins de risques d'être dépendants. Et donc, c'est nous, cette population un peu privilégiée, qui a la chance de vieillir, qui va devenir le plus à risque de dépendance dans les années qui viennent. Et la question, comme vous le savez, c'est que la dépendance coûte très cher. Et que si la loi grand âge a été mise sous le tapis depuis si longtemps, c'est probablement à cause de ça. Parce que les politiques ne se voient pas remettre sur la table les quelques dizaines de milliards d'euros qu'il faut mettre en route pour financer la dépendance, qu'il faut lever, qu'il faut trouver quelque part. Et donc la solution, peut-être, serait de créer une cotisation dépendance qui serait payée par ceux qui ont le plus à risque de devenir dépendants, c'est-à-dire par nous. Silence dans la salle. C'est une question sur laquelle j'aimerais bien vous interroger, ou que vous me disiez ce que... Alors évidemment, c'est totalement pour l'instant pas concret, mais c'est vraiment ça la question. Les Japonais, par exemple, à partir de 40 ans, payent une cotisation spéciale dépendance, vieillesse, parce qu'ils estiment qu'effectivement, ceux qui ont atteint cet âge-là ont plus de chances que les autres un jour d'être dépendants. Et donc, il y a une cotisation spéciale, sociale spéciale, dépendance, à partir de l'âge de 40 ans. Donc, je serais intéressée de savoir quelle serait votre réaction à une proposition politique de ce type. Alors Claire, vous voudrez vous exprimer? Oui. Moi, je suis assistante sociale à la CARSAT, qui dépend de la CNAV. Mais on n'a plus trop de liens et de missions dans le public âgé, alors que puisque maintenant il y a l'APA.
Je ne sais pas. Maintenant, c'est l'APA, donc c'est les équipes du conseil départemental dans les départements qui qui accompagnent les personnes à domicile. Mais la question que vous posez, moi, m'interpelle sur l'intergénérationnel. Est-ce que c'est une catégorie? Est-ce que c'est l'État, et je ne sais pas qui dans l'État, qui couvre la politique du maintien à domicile, par exemple? Ou est-ce que dans d'autres pays d'Europe, on est sur des modèles plus partagés, intergénérationnels? Mais ça met du coup en perspective la question de l'organisation des familles, de la famille nucléaire, de qu'est-ce qu'on est prêt à donner dans l'accompagnement de nos aînés, etc., etc. Mais là, moi, je parle un peu du 3e âge et 4e âge. Faisons le distinguo entre ceux qui vont bien, ceux qui ont besoin d'aide, et pour quels besoins, si on les liste. Est-ce que c'est l'aide avec des infirmiers et du personnel technique, ou est-ce que c'est l'aide pour vivre tous les jours, mais plus dans une vie sociale, des accompagnements? Il y a énormément de sujets dans le bien vieillir, le pas bien vieillir avec la dépendance, quand il y a des besoins médicaux, de compensation. Parce qu'après, la superposition d'une image positive de la vieillesse, qui serait plus réductionniste, mais qui serait basée sur on a des compétences, on sait faire des choses et on peut les mettre à contribution des autres si on nous fait de la place et si on continue à se la faire, ça c'est une chose, c'est la vie sociale. Mais après, le maintien à domicile et l'enjeu qu'il pose d'un point de vue économique aux sociétés et autres, ça c'est un sacré sujet qui repose sur peut-être le fait de concerner toutes les parties de la population. On est plus vers une fin en termes d'aide intergénérationnelle que ce qu'on peut, je sais pas, avoir en tête dans les années 50 ou 60 en France ou 70, ou ce qui existe en Espagne, en Italie, mais même qui sont des modèles basés sur le soutien familial en baisse. Même ça baisse. Même dans des pays où traditionnellement, je sais pas, les pays du Maghreb, où il y avait aussi les anciens qu'on gardait à la maison, même ça baisse aussi. Parce que les femmes ont accès à l'emploi, parce elles sont moins à la maison. C'est tout ça, enfin, les mères de famille qui pouvaient être présentes. Le modèle dans les campagnes, où il y avait le vieux à côté de la cheminée et la famille qui continuait à... Ça existe où maintenant? Donc en fait, c'est poser le problème de façon plus globale que... Mais en même temps, c'est vrai aussi, moi je comprends. Moi je suis encore en activité, j'ai 60 ans. Je me considère vieille et pas vieille, enfin je suis un peu au milieu de tout ça. Mais c'est vrai que déjà se prendre en main, ça c'est hyper important. Ça, c'est se dire, je suis fière d'avoir mon âge, et il est ce qu'il est. Bon, enfin voilà. Merci. Alors, il y a Claire qui aimerait s'exprimer, une autre Claire. Puis Hélène après peut-être? Non, après. D'accord. Moi, je voudrais juste faire une précision par rapport à la cotisation qui a été proposée. Pourquoi ce ne serait que les personnes âgées des CSP+, et pas toutes les CSP+, dès leur activité, qui paieraient cette cotisation? Parce que là, on fait entrer l'intergénérationnel. Si tout le monde, à partir d'un certain niveau de revenus, payait cette cotisation dépendance, ça me paraîtrait plus équitable que de faire payer que les retraités qui sont... Voilà, c'est un peu ce que je me dis. Alors oui, vous avez raison, ça serait une logique tout à fait possible. La seule chose, c'est que ce qu'on nous dit sur le plan socio-économique, mais je ne veux pas m'apesantir trop sur ce sujet-là, qui est peut-être pas du tout le vôtre, mais ça m'intéressait, comme on a été interpellé, de vous poser cette question-là. La seule chose, c'est que les économistes nous disent qu'on a été, nous, une génération, sur le plan socio-économique, très gâtée. Et qu'aujourd'hui, 60% de la richesse nationale est aux mains des plus de 60 ans. Voilà. Ce qui est quand même considérable. Et que les inégalités sociales et les inégalités financières se sont considérablement creusées au cours des dernières décennies en notre faveur. En notre faveur, pas que nous ayons voulu le faire, mais ça s'est trouvé comme ça, parce que les 30 Glorieuses, parce que voilà, nous avons bénéficié malgré nous, d'une certaine façon, d'un contexte socio-économique très, très favorable. Donc c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, comme vous le savez, les pauvres sont plus les jeunes que les vieux.
Alors qu'il y a 50 ans, c'était l'inverse. Les pauvres, c'était plus les vieux que les jeunes. Donc, il y a eu un changement aussi de l'équilibre socio-économique dans notre pays, et dans tous les pays développés, hein, parce que nous ne sommes pas les seuls à être comme ça, qui a considérablement changé. Donc, c'est aussi pour ça que c'est proposé comme ça. Et je pense que quand les jeunes vous disent « les vieux sont tous des réacs », c'est un peu ça aussi qu'ils disent. Hein. Il y a aussi tout ce sentiment-là dans la jeunesse d'aujourd'hui que nous n'avons pas eu du mal à trouver du boulot, que nous n'avons pas eu du mal à gagner notre vie et que eux ils galèrent, quoi, beaucoup plus que nous avons galéré. Donc voilà, c'est ça aussi le sentiment général et la réalité socio-économique d'ensemble, quoi. Oui, mais enfin, quand même, ça me froisse un peu d'entendre des choses comme ça, parce que c'est pas à cause des vieux que les jeunes sont appauvris, c'est à cause de la société qui appauvrit le monde du travail, et que tous les acquis qui nous garantissaient un travail qui a fait qu'on vit dans de bonnes conditions, on a vécu dans de bonnes conditions, on ne veut plus accorder tous ces privilèges aux jeunes, donc les jeunes sont mis dans la galère, mais pas à cause de nous. Et pourquoi on n'aurait pas une société qui nous accorde une bonne vie comme on a eu nous aussi ? Pourquoi les flux d'argent sont quand même orientés, et c'est ça qui manque aux jeunes. C'est pas ce qu'on donne aux vieux qui manque aux jeunes. Donc il faudrait quand même il faudrait perdre de la solidarité, parce qu'à ce moment-là, les vieux diraient écoutez, moi je veux pas que mes impôts payent l'école. Et on commencerait à tirer chacun dans ce qu'on fait, et on ne paye que pour ce qu'on fait. Et ça, voilà, les financiers, ils adoreraient ça, parce que du coup, ça crée des tas de fuites d'argent dans les caisses. Donc voilà, moi j'aimerais quand même qu'on garde qu'on a traversé un modèle de solidarité. Il n'y a aucune raison de le faire perdre. Et il faudrait que, voilà, les jeunes et les vieux, la vie qu'on a menée, on devrait pouvoir continuer à la mener aussi pour les jeunes. Je ne crois pas que ça soit impossible. C'est des choix de société. Je voudrais juste rajouter ce qu'Hélène vient de dire, que bon, les vieux, certains n'ont pas de grande retraite aussi. Hein. Donc si c'est en fonction des revenus, que ce soit pour tout le monde, en fonction des revenus. Il y a des jeunes qui gagnent très bien leur vie. Je ne vois pas pourquoi ça serait des vieux qui ont une petite retraite qui devraient payer. Donc voilà, que ce soit pour tout le monde en fonction des revenus. Et là, ça serait beaucoup plus équitable, je pense. Oui, et puis la vieillesse, c'est ce que ça coûte, mais ça donne des emplois aussi. Donc on peut faire le choix de mettre des emplois pour les vieux plutôt que pour l'informatique, par exemple. Pascal voudrait intervenir également. Oui, le modèle des solidarités intergénérationnelles est en train de s'épuiser. Nous le constatons. Il y a une bascule qui est en train de s'opérer, c'est ce qu'on appelle le virage ambulatoire, c'est-à-dire que on est en train de penser, de dire la dépendance, on va essayer au plus possible de la vivre à domicile, si c'est possible. Et la bascule se fait dans le sens où ça, c'est pas une volonté, c'est un effet d'annonce politique, parce que sur le terrain, il se traduit par le fait que les métiers qui vont aider les dépendances sont des métiers précarisés, et ces métiers-là, ces personnes-là vont aider des vulnérables. Donc c'est les pauvres, démerdez-vous entre vous. Donc on en est là. Donc comme vous dites, là, le problème des... En fait, je fais un raccourci de ce que vous dites. Le fait qu'on a le privilège de vivre plus vieux, on a aussi devant nous une probabilité de dépendance plus grande. Donc organisons cette perspective. Mais disons que tout le paradigme qui était le nôtre depuis l'après-guerre est en train de changer, et je pense que il faut aussi
ne pas rester dans une vision médicale. Ne pas faire de la vieillesse un sujet médical, mais un sujet sociétal dans lequel le côté médical a son importance, sa place. Il mérite d'avoir des personnes formées, bien payées, pour que, au-delà de l'aide médicale, il y ait une vie. Bon, voilà, moi, c'est ce que je voudrais témoigner de ça, parce qu'il y a longtemps que nous, au niveau des personnes handicapées, on vit ça. On vit ça. On est en train là, la semaine prochaine, j'organise une conférence sur les aidants. Les aidants familiaux. Et on se rend compte que l'État est en train d'assimiler l'aidant familial à un aidant naturel. Et ça cache juste le manque de volonté politique, justement pour organiser l'aide à domicile. Parce que, comme vous le disiez, les assurances privées, Médéric Malakoff, ils attendent que ça. Ils attendent que de pouvoir proposer des services personnalisés d'aide à domicile. Voilà, bon, c'est juste le témoignage que je voulais apporter. Oui, justement, c'était ça que je voulais nous remettre en mémoire, c'est que en fait la vieillesse. Plus près, Sylvie, parce qu'on vous entend pas. C'est que la vieillesse est un marché. Et ça, il faut l'avoir en tête, et c'est peut-être d'abord ça, ou en même temps qu'il faut envisager de sortir de ce marché et d'organiser les choses autrement. Parce que sinon, on sera toujours prisonnier de ce que tout le monde dit, de la peur, de la pression, du report sur un tel ou un tel pour prendre en charge certaines choses. Il faut avoir une vision globale. Bon, alors bien sûr, on l'a tous en conscience, globale de la société, parce que c'est vrai que tous les problèmes qu'on retrouve au niveau de la vieillesse, elles se retrouvent à tous les âges de la vie. De toute façon, c'est le fonctionnement de la société qui nous amène dans ce fonctionnement. Tout est basé sur la rentabilité, et il y a des gens qui sont à l'affût. C'est ce qu'on voit actuellement dans les marchés de la vieillesse. Il y a des sociétés qui se regroupent, et c'est elles qui ont droit aux subventions pour des projets en développement. Voilà. Je voudrais juste remercier Pascal, parce que alors franchement, c'est vrai que les personnes en situation de handicap nous ont considérablement ouvert la route, quoi. Tout à fait, avant la vieillesse, avant. Alors voilà, on a été vieux avant, mais juste pas vieux dans nos têtes, vieux dans le corps, dans la mobilité. Voilà, c'est tout la petite expérience qu'on peut apporter. Et c'est pour ça que le Conseil national des personnes handicapées, consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, nous a servi de modèle au départ. Et quand on a proposé le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, on voulait fonctionner comme le CNCPH. Et on proposait de créer un CNCPV, un Conseil national consultatif des personnes vieilles. En fait, c'était ça l'idée, en nous appuyant sur tout ce que vous aviez fait. Donc, franchement, c'est un très bon modèle. Et quand vous dites, par exemple, que ce qui sert en matière de mobilité, d'accessibilité aux personnes en situation de handicap sert à tout le monde, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une société inclusive que vous avez essayé de promouvoir, inclusive des personnes en situation de handicap. Et c'est ce même modèle de société inclusive des personnes vieilles que nous voudrions aussi nous promouvoir avec vous. Alors ensuite, est-ce qu'il faut finalement abandonner le concept de vieillesse et dire que finalement, ce qui est important, c'est la mise en autonomie de tout le monde. La mise en autonomie aussi bien des personnes handicapées que des personnes vieilles. C'est une possibilité. Et c'est une des questions sur lesquelles nous réfléchissons, de savoir si on abandonne l'idée de spécifier quelque chose au nom de la vieillesse ou pas.
Donc ça, c'est une première question sur laquelle je vous interpelle. Et la deuxième, c'est que oui, nous pensons, enfin, nous souhaitons, nous, en tout cas, qui réfléchissons au CNAV depuis peut-être un tout petit peu plus longtemps que vous, mais justement, c'est important pour nous de savoir ce que vous en pensez, vous. Nous souhaitons nous démarquer complètement de cette politique qui fait de la vieillesse un marché. C'est vraiment quelque chose de crucial pour nous. Et donc voilà, c'est une des choses dont on voudrait que ça soit un marqueur du CNAV. Mais ça suppose effectivement, à ce moment-là, de repenser à une politique publique, à un financement public des dépenses que engendre la prise en charge de la vieillesse. Et pour revenir aux assurances privées, aujourd'hui, très bizarrement, les assurances privées ne se sont pas précipitées pour proposer des assurances dépendance, ou plutôt elles ont essayé, notamment dans certains pays étrangers, et elles n'ont aucun succès. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, on se dit juste qu'on va passer à travers les mailles, et que la dépendance, ça ne sera pas pour nous, ça sera pour le voisin. Et donc beaucoup de peurs, comme vous savez, que nous avons, font que nous ne voulons pas anticiper. C'est humain. Nous ne voulons pas anticiper que nous pourrions être un jour nous-mêmes en situation de grande dépendance pour une raison ou pour une autre. Et donc, plutôt que de souscrire une assurance privée, on préfère prendre le risque que ça tombe chez le voisin et que ça ne tombe pas chez nous. Et à ce moment-là, effectivement, le jour où ça arrive, eh bien, comme il n'y a pas de politique publique, on dépend de ces aidants dits naturels. Et plus vous restez à la maison, plus vous êtes à la charge de vos aidants dits naturels. Et alors, l'État a bonne figure de dire, je vais faire du domicile parce que c'est ça que les gens veulent, ils veulent rester à domicile. Mais il faut bien percevoir que ça l'arrange, lui. Parce qu'à ce moment-là, la charge revient sur les aidants naturels, et comme ils ne peuvent pas assumer tout seuls, eh bien, ça revient sur les finances privées des gens, pour se faire aider comme ils le peuvent, puisqu'il n'y a pas de politique publique qui sont en état de prendre en charge. Donc voilà, il faut se rendre compte de ça, quoi. Dominique voulait prendre la parole, il a déjà le micro. Oui, alors, moi je peux quand même apporter un petit bémol là-dessus, parce que, je pense que les gens veulent rester à domicile. Et après avoir lu le bouquin de Victor Castanet qui s'appelle Les Fossoyeurs, je ne pense pas qu'ils vont changer de leur choix, quoi. Le maintien à domicile me semble en effet un bon choix. Après, est-ce qu'il n'y a que les aidants naturels qui ont la charge de ce maintien à domicile ? Non. Non. Il y a des institutions qui fonctionnent bien et il y a des aides, il y a les services de soins infirmiers à domicile, les SIAD. Il y a les aides ménagères qui peuvent être payées avec des CESU, des chèques emploi-service, défiscalisés. Il y a un maintien à domicile qui peut être institutionnel, et je connais plusieurs cas de personnes qui sont restées et qui restent actuellement à domicile avec un reste à charge assez faible et avec une bonne efficacité de portage de repas à domicile, de tout un maillage institutionnel qui fonctionne. Et paradoxalement, ça fonctionne parfois mieux dans les campagnes où les gens ont un contact direct plutôt qu'en ville où ça peut être plus anonymisé, quoi. Plus d'un jour à l'autre, c'est pas les mêmes personnes qui passent, on finit par ne pas connaître les intervenants, etc., quoi. Donc ça, pour parler de mon cas personnel, ma mère est restée jusqu'à sa mort à 98 ans à domicile, avec 2 aides ménagères, qui faisaient un peu plus que de l'aide ménagère, qui changeaient la couche quand même de temps en temps, des choses comme ça. Bon. 2 passages de SIAD par jour, et les aidants naturels, j'avais un frère qui habitait pas loin, mais qui était en conflit plus ou moins ouvert avec ma mère, et ça s'est passé comme ça, pas trop mal quand même, pendant plus de 10 ans. Hein. Alors après, un autre bémol sur avant c'était mieux. Dans la vie intergénérationnelle, 3 générations, 4 générations parfois qui vivaient sous le même toit ou à proximité. Alors, je vais vous demander si vous avez déjà entendu parler du bouillon de 11 heures.
Eh bien, le bouillon de 11 heures, dans les campagnes, c'était quand la vieille ou le vieux devenait un peu pesant, ne produisait plus rien, ne pouvait plus éplucher les légumes, ne pouvait plus garder les enfants, ne pouvait plus donner à manger aux canards, aux poules, etc., que vraiment elle devenait trop lourde, la personne, eh bien, on la mouillait, on mouillait ses vêtements par un soir d'hiver, on la mettait dehors à 11 heures de soir, et on la rentrait quand elle était bleue en hypothermie avancée. Comme ça, pas de traces. Hein, en cas d'autopsie médico-légale, même pas mal. Et donc, on faisait de l'épuration ethnique sur le plan de l'âge dans les campagnes. Et ça, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Mais il y avait une autre version que le bouillon de 11 heures, c'était la dénutrition systématique organisée. C'est-à-dire que dans les fermes où la personne n'était plus du tout rentable d'une façon ou d'une autre, pour les raisons que j'ai exprimées avant, eh bien, on ne la nourrissait plus. Et si elle se nourrissait plus toute seule, eh bien, elle mourait. Et ça durait pas très longtemps en général, hein, parce que la dénutrition, ça va assez vite, surtout quand ça touche l'hydratation. En quelques semaines, c'était plié. Donc, attention à refaire l'histoire, très belle. La vie économique rurale pouvait être très dure, très difficile. C'était tendu. Parfois, bon, il y avait des années plus fastes que d'autres, hein, mais en période de difficulté économique, eh bien, les vieux pouvaient être éliminés discrètement, sans bruit, sans pleurs, un peu comme il y avait le carré des nourrissons surnuméraires, vous voyez, près du potager, entre le potager et le poulailler, eh bien, il pouvait aussi y avoir une élimination, une éviction des personnes âgées. Voilà, ça, il faut l'avoir en tête sur un plan social et économique. Ça existait, un peu comme la balade de Narayama, du japonais, je ne sais pas si vous avez vu ce film, où le fils, en accord avec toute la famille du reste, hein, prend sa mère sur son dos et lui fait faire le dernier voyage dans la montagne, pour qu'elle meure de froid dans la montagne. Voilà, ça c'est la cruauté de la vie réelle quand les conditions sont dures et qu'il faut assumer la mort, la vie et la mort, quoi. Moi, je voudrais apporter le contre-bémol de l'idéalisation de la vie à domicile. Alors moi, je peux vous dire que depuis le Covid, c'est une catastrophe. L'aide à domicile, c'est une catastrophe. C'est dans les SIAD, dans tous les services d'aide à domicile. C'est des personnes qui sont mal formées, peu payées. Donc les équipes tournent. Les personnes aidées sont... parce que c'est pas rien, un SIAD. C'est des gens qui rentrent dans l'intimité des gens. Donc il y a la confiance, il y a la formation, il y a tout. Donc là, je dirais juste que l'idéal de fonctionnement de l'aide à domicile, tel que vous l'avez décrit, malheureusement, c'est en train de basculer. Et donc, mais quand je parlais, je pense que personne n'a dit que c'était mieux avant. Hein. Moi, je suis né à la campagne d'une famille d'agriculteurs. Oui, c'était lourd, hein, l'intergénérationnel subit, parce que évidemment, ça retombait sur les femmes qui ne voyaient plus d'horizon de vie autre que celui de s'occuper des vieux. Non, c'est pas ça. C'est que je veux dire que devant la déliquescence de toutes les structures d'aide à domicile, l'État est en train de penser à une structure, à un statut de l'aidant, ce qui symbolise, à notre avis, la défaillance de l'aide à domicile, parce qu'il préfère créer un statut d'aidant, qui sera évidemment mal rémunéré, mal formé, parce qu'il y a un abandon total des services d'aide à domicile. Alors c'est vrai, en milieu rural, moi je me suis occupé de mon père là, qui a 14 ans, l'aide au repas, tout ça, on était dans un petit village, dans l'Aveyron, tout le monde se connaissait. Moi il suffisait
d'un coup de fil, je connaissais la personne. C'est vrai qu'en fait, en milieu rural, oui, c'est la réalité. En milieu urbain, ou périurbain, c'est un abandon total en ce moment. Alors, moi, je voudrais apporter... bon, je pense que je voudrais apporter, en fait, je m'en fous d'apporter quelque chose. Mais je voudrais surtout dire que, voilà, le constat, il est ce qu'il est. Hein. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge nos culs? Est-ce qu'on fait quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut constituer comme force pour arriver à exiger, et non pas à quémander auprès du pouvoir public, qu'il nous accompagne à partir du moment où on essaie de faire un pas de côté, où on essaie d'inventer autre chose, et comment on peut faire pour poser plus fort, pour porter plus fort cette voix contestataire, où on dit, bon, puisque vous ne trouvez pas des solutions pour nous, nous allons trouver des solutions pour nous-mêmes, et nous voulons que vous nous accompagniez dans ces solutions qu'on invente pour nous-mêmes. Quand on a créé cette coopérative de la Ménardière, de Qui Vivra, Bérat, on s'est posé la question, c'était juste avant le Covid, mais c'était avant le bouquin des Fossoyeurs, et parce qu'on devenait vieux tout simplement, et on s'est dit, il faut tout réinventer. Réinventer la solidarité, puisque la société nous rend individualistes. Il faut qu'on arrive à créer des petits lieux, parce qu'on ne pourra pas intervenir tout de suite sur 3000 personnes. Mais par contre, on peut arriver à créer des petites unités de 10, de 20 personnes qui se questionnent et arriver à faire notre petite part de colibri pour que les choses bougent. Et quand on a vu arriver le CNAV, on a sauté au plafond et on a dit, c'est formidable, on n'est pas tout seul. Et on n'est pas tout seul, et ça nous permettait tout à coup de trouver, de puiser dans ce collectif qui se créait, une force extraordinaire. C'est-à-dire qu'en créant un habitat partagé, non seulement on met en commun des moyens qui seraient dérisoires si on partait tous individuellement dans une réflexion alternative, mais comment on fait pour acheter des lieux collectivement, pour arriver à construire la solidarité jusqu'au bout du quai, comme dirait Roland, c'est-à-dire anticiper dans notre réflexion, dans des cercles concentriques autour de nous, l'accompagnement à la dépendance, comment on anticipe la dépendance, quelles solutions on trouve et qu'est-ce qu'on exige des pouvoirs publics qu'on commence à solliciter pour justement qu'ils nous accompagnent, parce qu'on leur fait faire des économies en faisant ce qu'on fait. Et tant mieux si on leur fait faire des économies. Mais en même temps, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement, et on a surtout besoin que la société fasse cette espèce de révolution culturelle. C'est pour ça que la culture est tellement importante, parce que c'est ce qui permet de poser toutes les questions, qu'on fasse cette révolution culturelle qui va nous permettre de petit à petit d'entraîner tout le monde. Et on a besoin que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser affaiblir par des considérations pessimistes, par se dire on n'arrivera pas, qu'est-ce qui va se poser si on devient indépendant? Ben non, on va résoudre tous les problèmes parce que justement on a décidé de faire ce pas de côté et de construire ensemble une autre vieillesse et d'exiger qu'on nous aide à la construire. Et je voudrais rajouter une anecdote. Moi j'ai été vieille à 25 ans. À 25 ans, on m'avait dit, voilà, une fille quand elle a 25 ans, elle coiffe Catherinette, elle est foutue. Elle ne trouvera plus de mec, elle ne s'est pas mariée, elle est plus cotée sur le marché des filles à marier. Donc à 25 ans, je me sentais terriblement vieille, à tel point que je me suis dit, mais à 25 ans, ben voilà, je vais vivre seule parce que je n'ai pas envie de me marier. Et je sais que je vais devoir vivre toute seule. Et ben ça a été une chance. Et je me suis aperçue maintenant, j'ai vécu jusqu'à 78 ans, et je m'aperçois que maintenant, je me sens plus jeune que quand j'avais 25 ans. Mais après, sans occulter quoi que ce soit, des faiblesses qui vont, on est moins costaud, on court moins vite, on est moins endurant, et après, comme dirait le président Mao, à chacun selon ses propres forces. Si j'ai moins de force, ben, tant pis, je fais avec ce que je l'ai, mais surtout que ma vie soit belle et que ma vie soit pleine jusqu'à la fin.